Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Alors précisons tout d'abord que cette émission a été enregistrée vendredi et il y a un peu plus de 70 ans, l'armée soviétique libérait le camp d'Auschwitz, ouvrant une ère nouvelle d'effroi et de culpabilité dans la conscience européenne. Mardi, la cérémonie de commémoration a réuni des survivants et de nombreux chefs d'État, mais Vladimir Poutine n'avait pas été invité et le président polonais a appelé son pays à se rappeler que les nazis l'avaient transformé en cimetière juif. Et une fois encore, on a entendu résonner le son du chauffard et dire le Kaddish pour les morts et pour les enfants qui ne naîtront pas, pour reprendre le titre du très beau livre d'Imre Kertész. Mais quelques semaines après l'attentat de l'hypercachère de Vincennes, il était impossible de ne pas noter que la violence antisémite avait survécu au plus jamais ça. Alain Finkielkraut, j'aimerais tout d'abord recueillir votre impression, malgré le battage médiatique, malgré le télescopage presque incongru de la mort passée et de la vie présente, il me semble que quelque chose dans ces commémorations échappe au spectacle. Est-ce aussi votre sentiment ? Tout à fait. Dans l'écriture du désastre, Maurice Blanchot cite cette phrase de Leventhal, un détenu d'Auschwitz, membre des Sonderkommando, dont on retrouva les notes enfouies près d'un crématoire. La vérité fut toujours plus atroce, plus tragique que ce que l'on en dira. Et en même temps, s'exclame Blanchot, comment accepter de ne pas connaître ? Nous lisons des livres sur Auschwitz, le vœu de tous là-bas, le dernier vœu, sachez ce qui s'est passé, n'oubliez pas, et en même temps, jamais vous ne saurez. Ces phrases me sont revenues en mémoire au moment où je regardais le documentaire jusqu'au dernier, projeté à la télévision pour le 70e anniversaire, sinon de la libération, du moins de la découverte du camp d'Auschwitz. Le terme de libération qui est employé d'ailleurs de façon assez récurrente vous choque ? Non, il ne me choque pas, mais le plus exact, c'est que ce camp a été découvert. Le programme n'était pas de le libérer, mais enfin bon. D'accord. Et je ferai une toute petite parenthèse. Je ne crois pas que Vladimir Poutine n'a pas été invité, je crois qu'il n'a pas voulu venir. Et en même temps, c'est pourquoi d'ailleurs le président polonais a rendu un hommage appuyé aux troupes soviétiques. Alors peut-être je crois que le président polonais ne voulait pas inviter Vladimir Poutine. Bon. En tous les cas, c'est ce que j'ai entendu plusieurs fois. Voilà. Nous n'avons peut-être pas les mêmes informations, donc en tout cas, je n'en sais rien. Mais je savais, bien sûr, je ferme la parenthèse, par les livres, par les films, par les miens, je savais beaucoup de choses. Et j'ai été saisi devant les photographies des femmes, des enfants, les yeux agrandis, quelques minutes, quelques secondes avant leur exécution. J'ai été sidéré devant les images du film de propagande Der ewige Jude, traduit en français Le péril juif, qui montrait un grouillement de rats pour évoquer les juifs, ou les gros plans d'affamés du ghetto pour attester de la dégénérescence de la race. Et j'ai compris que le déjà-vu n'atténue rien. C'est toujours la première fois. Et d'ailleurs, je n'avais jamais vu les images du pogrom de Lvov et ces femmes à moitié nues, assises sur le trottoir, sans force et comme frappées de stupeur par ce qui leur arrivait. Il faut savoir, il faut tenter de comprendre, mais ce crime immense, ce crime haineux et méticuleux, reste à jamais une énigme. L'histoire, la philosophie, la littérature auront beau faire, elles se casseront éternellement les dents. Faute de percer l'énigme, l'Europe post-hitlérienne a érigé, en effet, un nouvel impératif catégorique, formulé par Théodore Adorno dans la dialectique négative, penser et agir en sorte qu'Auschwitz ne se répète pas, que rien de semblable n'arrive. Vous avez souvent dit à quel point cet impératif du plus jamais ça planait sur l'Europe, mais aussi la rendait souvent aveugle à elle-même. Exactement. Et aveugle à son présent. Exactement, et là nous en avons la preuve. Nous habitons en effet, on le répète toujours, l'Europe du plus jamais ça, c'est-à-dire les camps et les ravins de la mort, à Auschwitz et Babi Yar. Et pour éviter ça,
pense-t-on. Il faut s'attaquer à la racine, l'exclusion, la ségrégation, la discrimination, la stigmatisation. Et en effet, au nom de tous ces ions, on a camouflé la réalité de l'antisémitisme qui prospère dans les banlieues européennes. Car cet antisémitisme n'est pas le mal interne à l'Europe dont les Européens s'étaient jurés de ne jamais accepter le retour. Il est ce qui arrive à l'Europe, qui lui tombe dessus et qui la vise en même temps qu'il s'en prend aux Juifs. Et là, nous arrivons au paradoxe le plus terrible, le devoir de mémoire, acharné qu'il était à pourchasser les démons de l'Europe, lui a dissimulé ses ennemis. Il a même affaibli les défenses européennes, il a mis l'Europe à genoux, il devait être serein, il a été le cheval de Troie du nouveau discours et de la nouvelle violence anti-juive. Mais alors, tout de même, est-ce que, parce que vous dites aussi souvent qu'il ne faut pas plaquer le passé sur le présent, est-ce que, bien sûr, il y a la haine des Juifs, mais est-ce que malgré tout, cette haine des Juifs n'est pas un nouveau phénomène? Est-ce que c'est l'histoire qui se répète, non, comme on l'a entendu? Justement, voilà, justement. Je dis, il y a bien une nouveauté qu'on n'arrive pas... On parle de résurgence, alors que c'est un événement inédit qui ne naît pas du sein de l'Europe, mais qui, je le dis, arrive à l'Europe. Et dans le Monde, dans le dossier que Le Monde a consacré à l'anniversaire de la découverte ou de la libération du camp d'Auschwitz, il y a un entretien entre Imre Kertész et Nicolas Weil. Qui est terrible. Et Kertész reprend terme à terme une phrase de son dernier livre que j'ai déjà cité ici et que je voudrais répéter. Les jours misérables du déclin de l'Europe, l'Europe s'aplatit devant l'islam, le supplie de lui faire grâce, cette comédie me dégoûte, l'Europe meurt de sa lâcheté et de sa faiblesse morale, de son incapacité à se défendre et de l'ornière morale évidente dont elle ne peut s'extraire depuis Auschwitz. Et donc l'impératif catégorique d'Adorno est devenu l'ornière morale de Kertész. Il parle d'ailleurs dans cet entretien, il dit que nous avons perdu la base continue de la culture européenne. Voilà, cette phrase absolument. Est terrible. Et alors justement, le Monde donne la parole à Kertész, mais le Monde s'est enfoncé dans l'ornière. Et j'en veux pour preuve que l'article publié en regard, de celui de Kertész. C'est la page suivante. Ça n'est pas dans le dossier, mais c'est la page suivante. La page suivante, oui, mais c'est tout à côté. C'est tout à côté. Et c'est l'article d'Alain Badiou, un article intitulé Le rouge et le tricolore, accompagné d'un splendide dessin avec une couleur bleue et rouge, un dessin qui ne peut pas échapper au regard et qui marque l'importance, l'estime, l'admiration du monde pour Alain Badiou. Il y a des publications neutres, celle-là est obséquieuse. Oui. Or, qu'apprend-on dans cet article? Que l'humanité n'a qu'un seul ennemi, le capitalisme prédateur, que les jeunes de banlieue qui considèrent les terroristes comme des héros sont des prolétaires, et qui plus est des prolétaires colonisés, et que la Grande Marche ne fut qu'une manifestation de soumission à l'oligarchie internationale qui régente nos vies. Donc au drapeau tricolore, Badiou oppose le drapeau rouge et au « Je suis Charlie, je suis la police, je suis la République » du 11 janvier, l'action en commun avec le plus possible des prolétaires de ces banlieues, de ces jeunes filles voilées ou non,
dans le cadre d'une politique qui ne se réfère à aucune identité. En effet, les prolétaires n'ont pas de patrie. Et l'identité, bien sûr, et l'identité, bien sûr, et le mal. L'identité et le mal. L'identité est un sous-produit de ce capitalisme prédateur. Donc nous voici revenus au discours classe contre classe, à bas la bourgeoisie. Or, c'est précisément ce discours, cette vision qui a conduit un certain nombre de socialistes européens sous la direction de Wilhelm Liebknecht à refuser tout soutien au capitaine Dreyfus. On ne devait pas laisser détourner en faveur d'un juif, qui plus est militaire, qui plus est officier, l'ardeur révolutionnaire du prolétariat mondial. Ce n'est évidemment pas la ligne du monde, mais la différence est celle-ci, c'est-à-dire que Badiou héroïse ce que le monde victimise. Dans un cas, l'antisémitisme disparaît. C'est le cas du monde. L'antisémitisme des cités disparaît au profit de l'apartheid, c'est-à-dire du racisme dont les jeunes des cités sont victimes. Dans l'autre, cet antisémitisme n'est que la menue monnaie d'une haine précieuse, puisque elle porte cette haine la révolution à venir. Et d'ailleurs, le fait que, d'ailleurs, même, je crois moi-même avoir employé cette expression, nous parlons, et tous les médias parlent de renouveau, de résurgence de l'antisémitisme, est-ce que ça témoigne encore, disons, de notre cécité? Parce que finalement, oui. Renouveau, ça commence à faire tout de même, me semble-t-il, quelques années. Et Kertész, dans cet entretien désespérant, dit que ce renouveau, que cet antisémitisme est mondial aujourd'hui. Il est mondial. En même temps, il faut le répéter, sa racine n'est pas européenne. Ceux qui soutiennent ou qui, si vous voulez, minimisent cet antisémitisme en Europe ne sont pas eux-mêmes des antisémites, des héritiers de Barès ou de Maurras, dont pourtant on parle sans cesse. Ce sont des progressistes qui, encore une fois, veulent soutenir comme ils le peuvent, les pauvres, et qui, en vertu de l'imminente dignité des pauvres, refusent de condamner cette forme-là de haine des Juifs. Ça ne reviendra pas. Voilà, le plus jamais ça, il faut répondre. Ça ne reviendra pas, mais ce qui arrive est terrible, et l'Europe est enfoncée dans une ornière morale dont elle n'est pas prête de sortir, car toujours, c'est de cela qui revient. Nous avons appris d'Auschwitz que le racisme est le pire des péchés, et pour ne pas être raciste précisément, on trouve toutes les excuses possibles à l'antisémitisme d'aujourd'hui. Mais vous dites ça ne reviendra pas, mais Imre Kertész, lui, dit la répétition de l'histoire est possible. Oui, mais moi, malheureusement, heureusement, oui. Ça ne se fera pas de la même manière. Mais ce qui arrive, je le répète, est absolument terrible. Donc, on peut... S'il s'agit, sous le terme de répétition, de dire que les Juifs peuvent être à nouveau des cibles, alors là, oui, mais ils ne sont pas ciblés par le même ennemi, et l'Europe, au lieu de regarder en elle ses propres démons, devrait regarder devant elle ses nouveaux ennemis. Mais alors j'étais moi bouleversé par les témoignages de survivants qui avaient, je trouvais cette année, une tonalité affreusement pessimiste. C'est-à-dire que on a aussi beaucoup entendu des survivants essayer de transmettre l'espoir, essayer de transmettre la vie. Et je ne sais pas si vous avez entendu Marceline Ivens-Loredan sur France Inter le mardi matin, mais c'était absolument terrible. Elle parlait d'une histoire qui ne finirait jamais. Elle avait parlé de l'antisémitisme chrétien. Elle était tout à fait désespérante. Et elle a lancé, un Patrick Cohen absolument pétrifié, on le comprend, cette question. Croyez-vous que des gens seraient descendus dans la rue le 11 janvier s'il y avait eu seulement des Juifs tués? Non, alors là, je pense qu'elle se trompe. Le problème, ce n'est pas que les victimes soient juives, c'est que leurs assassins ne soient pas des nazis. Il faut quand même se souvenir de la mobilisation
très forte, évidemment sans comparaison avec les millions de personnes, mais tout de même, qui sont descendues dans la rue le 11 janvier, mais tout de même très forte, après les profanations des tombes de Carpentras. Immense manifestation à Paris, à laquelle le président de la République a participé. Il y avait à la fois une grande tristesse et une immense jubilation à se dire que le Front National avait été, dans cette affaire, pris la main dans le sac. Et aujourd'hui... Ça confirme un peu ce que dit... Car on ne cesse de... Si vous voulez, on tue des Juifs, mais au bout du compte, ce sont les musulmans qu'il faut plaindre. Plaindre de l'amalgame, plaindre de la situation qui leur est faite. J'en ai 2 témoignages aujourd'hui. L'un d'élus du conseil d'élus de banlieue, un conseiller municipal de Fleury-Mérogis et un conseiller municipal de Corbeil-Essonnes, qui crédite Manuel Valls d'avoir parlé d'apartheid et qui parle du cocktail explosif de la misère sociale et affective qui rend possible des passages à l'acte effrayant, la misère, au début, et la misère. Et il dit, nous affirmons que la violence qui nous a accablés en ce début du mois de janvier trouve ses causes dans une violence sociale et institutionnelle profonde qui s'exprime dans et contre les quartiers populaires de France. Au bout du compte, c'est ce dont ces quartiers sont victimes qui doit être pointé, montré du doigt, et non le fait que les habitants de ces quartiers ne sont pas venus le 11 janvier. Ils n'avaient aucune raison d'y être. Ils sont victimes du racisme dont toutes ces horreurs sont issues. La question est même devenue que leur avons-nous fait pour qu'ils soient si méchants, en quelque sorte. Exactement, exactement. Et alors, pour prouver que ce discours sociologisant, en quelque sorte, imprègne la doxa planétaire, j'ai un autre article à vous lire, un autre entretien, enfin un autre extrait. C'est Francis Ford Coppola, et oui, qui est interviewé par une journaliste du Figaro, Marie-Noëlle Tranchant, et qui dit, au lendemain, vraiment, parce qu'il est interrogé sur les attaques subies par la France et par les Juifs de France, le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Tous les gens qui se révoltent contre l'injustice sont traités de terroristes. Non. Est-ce qu'ils sont mauvais? Pardon. Non. Ils n'ont pas trouvé d'autre issue que la violence. Y répondre par la violence, c'est perpétuer le cycle sans fin de la tragédie grecque. Et aujourd'hui, les musulmans sont les plus pauvres du monde, vraiment, oui, oui. Et je pense qu'à Paris même, dans les banlieues, ils sont trop souvent maltraités, marginalisés. Ah, c'est décourageant. Voilà, il est possible aujourd'hui, il est licite de plaindre les nouveaux antisémites. Voilà, ce sont eux, au bout du compte, qu'il faut plaindre. Certes, on regrette les passages à l'acte, mais plus il y a de violence, plus est apportée la preuve que, précisément, ces gens-là sont poussés au désespoir. Donc les nazis, on ne dirait pas qu'ils tuaient les juifs par désespoir, ni, si c'était le cas, des identitaires, des franchouillards, mais on peut le dire, on peut le penser aujourd'hui de Mohamed Merah, de Meni Demouche ou d'Amélie Coulibaly. C'est cette ambiance-là qui est en effet insupportable, et c'est ce qui donne à la fois tort et raison au témoignage dont vous avez parlé. Oui, c'est-à-dire, en plus, il y avait cette espèce de coïncidence dans le temps entre ce que la France venait de vivre et ces commémorations qui, je trouve, montraient très très bien ce que vous avez dit. C'est-à-dire que au moment même, si vous voulez, où on parlait d'Auschwitz, on tenait absolument tous ces discours. Tout de même, je reviens, parce qu'il n'y a pas eu seulement ces témoignages, il y a eu cette tribune aussi de Marcella Yacoub dans Libération, tribune étonnante, ce ne sont pas ces sujets, et qui, elle aussi, disait en fait sa peine, ce sentiment que les victimes juives n'avaient pas tout à fait trouvé leur place. Alors, non pas qu'elles comptaient moins que d'autres, mais de fait... oui, mais là, il ne faut pas non plus adresser un mauvais procès
à la société française, les victimes de Charlie Hebdo n'étaient pas des victimes anonymes. C'était des gens que nous connaissions tous, quand bien même nous ne lisions plus ou ne lisions pas ce journal. Cabu, nous l'avons dit, il fait presque partie du folklore national. De même Wolinski qui publiait également dans l'Humanité et dans Paris Match. Donc leur audience était très importante. Nous avons été touchés par cela. C'est pas simplement qu'ils étaient célèbres, c'est qu'ils nous appartenaient en quelque sorte. Ils étaient de la famille. Ils étaient de la famille. Nous les connaissions. Donc ça a joué aussi dans la stupeur et dans la mobilisation. Mais peut-être également, là c'est une hypothèse, c'est une conjecture, mais peut-être également que des gens ont pu être choqués que les victimes de l'hypercacher aient été enterrées en Israël. Oui. Peut-être cela, ils se sont dit... C'est-à-dire, il y a aussi là un choc un peu terrible, c'est-à-dire, il y a un problème pour enterrer les terroristes, en fait. Évidemment, personne n'a envie de voir sa ville devenir un lieu de pèlerinage, et les victimes juives sont effectivement enterrées en Israël, comme c'était une espèce de départ d'Alia posthume, une Alia posthume, et en même temps, bon, moi je le comprends très bien, mais étant donné le climat qui sévit aujourd'hui, la suspicion d'Israël, l'idée quand même très répandue, non pas dans les cercles antisémites, mais dans les cercles progressistes, que la cause première du mal, c'est Israël, et qu'il suffirait au fond que Israël et les Palestiniens fassent la paix pour que le monde musulman dans son ensemble se calme, eh bien, j'imagine que les réactions n'ont pas toutes été favorables ni compréhensives devant cette décision. C'est vrai, mais juste, c'est pas tant, en fait, beaucoup de gens, se sont dit aussi, et d'ailleurs, peut-être même nous en sommes frappés, dans le fond, ça n'étonne personne. C'est-à-dire, non pas que, évidemment, les gens ne soient pas, que ce ne soit pas effroyable, mais finalement, l'attentat de Charlie Hebdo a sidéré, si vous voulez. L'hypercacher, évidemment, a été terrible, mais en même temps, on s'est presque habitué que des musulmans fanatiques tuent des juifs est devenu quelque chose d'habituel dans notre Europe. Habituel, je ne dirais pas quand même, ne dirais pas, et je crois que si tous les dirigeants européens sont venus à cette manifestation, c'est aussi du fait de cette horreur et de la coïncidence avec la libération des camps, le 70e anniversaire de cette libération ou de cette découverte. Mais ce à quoi tout le monde s'est habitué, c'est au fait que les lieux juifs culturels ou culturels soient gardés. Et parce qu'on a dit que maintenant on allait déclencher pour eux le plan Vigipirate, mais bien avant le plan Vigipirate, il suffit même d'aller au musée d'art et d'histoire du judaïsme pour constater que c'est devenu à peu près comme un aéroport. Donc, et ça, c'est complètement rentré dans les mœurs. On l'accepte, on va vivre avec, et on va vivre avec, je pense, pendant des décennies encore. Et alors, puisque nous sommes donc au 70e anniversaire, il est très probable qu'il n'y aura vraiment plus beaucoup de survivants pour le 80e. Et est-ce que vous avez le sentiment, finalement, que tout ce travail des défenseurs de la mémoire a permis de transmettre quelque chose? Parce que, dans le fond, ce que vous dites depuis le début de cette émission, c'est que dans le fond, on n'a toujours pas compris, on pense répéter, on plaque le passé. Mais parfois d'ailleurs, les survivants eux-mêmes coopèrent à cette grande illusion. J'en ai entendu un à Auschwitz même, devant tous les chefs d'État, dire à tous ces dirigeants, ressaisissez-vous, si ça continue, notre passé deviendra le futur de nos enfants. Comme si, encore une fois, l'Europe était coupable de ce qui arrivait sur son propre sol. Donc, il y a une chimère du plus jamais ça, à laquelle certains rescapés ont eux-mêmes participé
participer. Mais je reviens à la phrase de Blanchot, il faut toujours s'efforcer de lire, de regarder, pour comprendre ce qui échappe à la compréhension, mais nous le devons aux disparus. Ne croyons pas que c'est de là, de cet apprentissage, que nous allons tirer une leçon pour l'avenir. Soyons capables de faire ce chemin de mémoire et en même temps de regarder le présent dans sa nouveauté, dans sa singularité extrême. Et malheureusement, nous avons beaucoup de mal à faire les deux choses. Alors, je voudrais vous livrer une petite note, non pas d'espoir, mais peut-être d'humour. Avant de nous quitter, j'ai entendu au micro de Guillaume Erner une autre survivante, et je sais pas, j'ai été frappée par ce qu'elle a dit, parce qu'elle a été déportée à 8 ans, et elle a eu cette réflexion, elle a dit, mais quand même, j'étais pas contente, parce que sur l'étoile jaune, il y avait écrit juif et pas juive. Ben voilà. Alors je me dis que parfois, il n'y a que l'humour qui sauve, effectivement. Merci Alain Finkielkraut. Nous séparons aujourd'hui. La semaine prochaine, nous serons en direct au Centre Hillel de Lyon. Voilà, pour cette émission. Et d'ici là, on vous retrouve Alain Finkielkraut dès jeudi dans le Nouveau Causeur qui revient sur les événements que nous avons traversés. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup.